Bonjour, je ne vais pas remercier Marie Préau de m'avoir invité, parce que ce matin, je me suis demandé ce que je faisais ici. Et en fait, je crois que je vais témoigner de ce qui s'est passé en fait, à l'interface entre deux axes, l'axe technologie pour la santé, si on peut dire, et l'axe SHS au sein du CLARA. Je prendrai la casquette du neuro-oncologue, c'est-à-dire d'un clinicien qui a besoin de faire évoluer ses filières de soins. Avec, je dirais, la chronicisation du cancer, avec l'émergence de concepts importants comme celui de l'activité physique. Il faut réinventer les filières de soins qui sont absolument plus en adéquation avec ce qu'attendent les patients. En tant que neuro-oncologue, je suis confronté aux limites de l'approche biomoléculaire conventionnelle que vous avez un peu abordée ce matin. On a parlé, on a un peu critiqué, il faut le critiquer, du miracle du big data. On a aussi annoncé le miracle de la génomique dans le glioblastome. La génomique n'a servi à rien. Aucune thérapie ciblée n'a été efficace. Donc on est devant un monstre et on est devant un échec thérapeutique. Et pour aller très 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 vite, ça renvoie au débat actuel épistémologique sur est-ce que tout ça, c'est pas du non spécifique, du hasard, et que derrière, on n'est pas dans l'épigénétique, mais dans le paragénétique. Et à cet ancien miracle annoncé de la génétique, le miracle annoncé, effectivement de la e-santé, de la santé connectée, de cet horrible terme du big data. Donc ce qu'on a essayé de faire avec Marie, intégrant ce besoin clinique, cette importance de la génomique et l'arrivée d'outils qui la mènent au lit du malade et puis l'arrivée de la e-santé, c'est de faire un travail à l'interface entre les technologies pour la santé et les sciences humaines et sociales pour justement essayer d'anticiper les développements qui pouvaient apporter quelque chose aux patients et à la compréhension du cancer. Donc on a fait un certain nombre de groupes de travail, de rencontres avec des industriels, de l'électronique, des pharma, des biotech. Et donc je vais alterner ce qui ressort en termes de vision, très critiquable, et puis aussi des nécessités de focalisation très pragmatique, parce que dans tout ça, il y a beaucoup de rêves et très très peu. Le dossier médical partagé est un bon exemple. Moi, quand je vois un patient atteint de tumeur cérébrale, j'ai mon gros dossier et j'ai pas grand-chose d'autre. Donc, en fait, si on situe, si on intègre tout ce qu'a apporté la génomique avec plein de données et l'évolution de la maladie tumorale, on a deux choses. On a une analyse extrêmement extensive du cancer, avec tout ce qu'ont apporté les approches polyomiques et l'imagerie, qui est la base de départ, une énorme base de données qu'actuellement on n'est pas capable de stocker, ni d'articuler, ni de visualiser. Et ensuite, après le traitement, on se retrouve dans un suivi dynamique du patient qui va vouloir retourner à la maison. Et là aussi, apparaissent à côté de ces technologies, je dirais, de séquençage, d'exploration très profonde du tissu, apparaissent des technologies de barcode, un peu comme quand vous allez au supermarché, qui permettent d'avoir des signatures qu'on pourrait transporter à la maison. Donc vous voyez un peu comment on pourrait avoir ce qui émerge, c'est cette vision digitale du patient cancéreux, extensive au début, puis avec un suivi, avec des signatures qui pourraient permettre de suivre l'évolution du traitement, les effets secondaires et la récidive de ces pathologies. Tout ça, ça implique aussi une nouvelle géographie de cette médecine de précision, c'est-à-dire l'hôpital comme centre expert où on va stocker, traiter ces données, traiter les patients, opérer les patients, faire tout ce qui est lourd, et puis un retour à la maison. Et justement, à la maison, le transport de ces technologies de signature par des objets connectés, des communications, d'intégration dans des réseaux qui vont être capables de générer du suivi, de la prévention et des alarmes pour éviter aux patients de venir à l'hôpital pour rien, générant des coûts et une altération de sa qualité de vie. Et ce qui répond en fait à ces besoins, à cette vision, c'est tous les développements d'électronique complètement en dehors de la santé, dans un business model complètement différent, où on voit des téléphones portables, des technologies très très évoluées dans des pays peu développés. Donc on a un business model complètement différent, qui apporte une miniaturisation des réseaux, des algorithmes, de l'intelligence artificielle, des serveurs, donc toute une technologie qui pourrait répondre aux prérequis dont je vous ai parlé. On en a parlé tout à l'heure. Le patient, au-delà de cette structuration plus diffuse des soins, va s'intégrer dans ce qu'on appelle l'Internet des objets.
son corps, qui peut être surveillé à la maison, dans le quotidien, avec des technologies, des objets connectés portés, intégrés, implantés, mais qui peuvent être aussi à la maison ou dans sa voiture. Donc des objets connectés qui vont envoyer de l'information qui doit être traitée par des algorithmes, peut-être, encore un mot galvaudé, par des intelligences artificielles, qui vont se connecter. Effectivement, c'est très critiquable, ça a été bien évoqué, au cloud, aux réseaux sociaux, et on voit bien l'explosion de la dimension médicale qui diffuse. Et on parlera de médecine participative, où le médecin va disparaître, ce qui ne veut pas dire que la qualité médicale doit disparaître. Alors, des exemples très précis, effectivement, on peut faire ce qu'on fait en consultation avec des objets connectés qui vont de la prise de tension, le fond d'œil, l'échographie, l'électrocardiogramme. Donc, toute une technologie qui paraît extrêmement au point et miraculeuse avec des objets connectés qui ne sont pas chers, donc qui peuvent vraiment disséminer. Très intéressant, vous voyez, le médecin, il est toujours là, dans ce que je vous ai montré, il est à distance. Là, le médecin n'est plus là. C'est le soi quantifié, c'est-à-dire le patient qui, avec des dispositifs portés et éventuellement connectés, comme effectivement ces horribles bracelets connectés, va quantifier son activité, sa température, dans tout un tas de paramètres. Alors, il y a beaucoup d'acteurs industriels, d'ailleurs, en Rhône-Alpes, il faut citer Milesia, vous voyez, la capacité d'avoir une brassière connectée pour le mouvement, pour la température, qui pourrait être quelque chose de très important pour la détection précoce du cancer du sein. Donc vous voyez, le soi quantifié, donc on a donné quantitative, et elles peuvent servir, pourquoi pas, pour la détection précoce ou pour la détection d'effets secondaires. Alors ça peut aller beaucoup plus loin, puisque l'électronique souple nous permet d'implanter ça. Vous voyez, des objets connectés de type tatouage qui vont permettre de déterminer, par exemple, du lactate, pourquoi pas utile en réponse à des anti-angiogéniques, et bien plus intégré au vivant, toute la panoplie des dispositifs implantés, connectés, peu développés actuellement en cancérologie, mais massivement développés dans le domaine du traitement des pathologies neurologiques et cardiovasculaires, et qui ont clairement, la neurostimulation, les pacemakers, entraîné des révolutions thérapeutiques. J'y reviendrai sur le cancer. Et on a des objets connectés. Une connexion, ça veut dire des applications. Et là, on voit effectivement apparaître ce qui a été très bien évoqué auparavant, c'est-à-dire des applications qui vont délocaliser le pouvoir médical sur le cloud avec des conseils, des patients qui viennent nous voir en consultation avec leurs données de Quantify Self et qui nous demandent qu'est-ce que j'en fais. L'activité motrice est très importante pour le cancer. Alors, docteur, je fais quoi? Donc, vous voyez quelque chose qu'il faut sûrement encadrer pour ne pas y mettre du charlatanisme, mais qui est en train de complètement modifier la relation médecin-malade qu'on peut avoir en cancérologie. Et puis, le laboratoire qui va arriver chez les patients de façon connectée. Il y a un très bel exemple, Rhône-Alpes-Avalin, avoir son taux de coagulation à la maison, envoyé de façon connectée dans un laboratoire. Des dispositifs qui permettent d'avoir du profilage spectro-optique sur une goutte de sang qui donnerait un barcode, une sorte de signature. Et puis, et ça je l'évoquerai à la fin, une entreprise, une branche de Google, 23andMe, je ne me rappelle jamais le nom, qui va envoyer gratuitement à vos patients des kits qui vont permettre de décrypter son génome ou simplement leur demander 80 € et ils recevront tout seuls, sans aucun de vos conseils, ces données à la maison. Très intéressant aussi, c'est le passage des omics aux signatures physiques et comportementales. De gros programmes dans le domaine du système nerveux central sont en train d'apparaître, où en fait la détection des pathologies neurodégénératives sur des suivis sur des milliers de patients va se faire avec des bracelets trackers d'activité, et où la détection de la maladie sera aussi... On utilisera aussi ces bracelets et cette modulation de l'activité pour stimuler les cellules souches et avoir un effet étiologique sur la maladie. La même thématique, je n'ai pas le temps de le détailler ici, est en train d'apparaître en cancérologie. L'activité physique comme signature symptomatique, mais aussi comme modalité pour traiter, dans le cancer du sein, certaines données, je caricature un peu, mais peuvent suggérer une efficacité qui pourrait au moins aider, voire être aussi efficace que certaines chimiothérapies. Donc,
vous voyez, ces outils, effectivement, se présentent de façon extrêmement miraculeuse, avec une vision qui est de passer du pharmaceutique à l'électroceutical médecine, où vous aurez des sensors environnementaux, nutritionnels, des sensors individualomiques de votre terrain génomique, et puis qui permettront de détecter plus tôt les pathologies, de les traiter avec ces mêmes dispositifs plus ou moins implantés. Donc une vision à terme, effectivement, qui est celle qui est vendue par tout ce secteur de l'électronique, qui commence à intéresser les entreprises pharmaceutiques. Merck vient d'ouvrir un call electroceutical médecine, donc quelque chose d'important. Donc effectivement, il était important de regarder ce que tout ça pouvait donner. Et donc on s'est focalisé de façon, alors là, très très pragmatique, pas du tout en vision, sur ces fameux bracelets. Et alors là, c'est quand même extrêmement intéressant. Le nombre d'articles grand public, vraiment la vision miraculeuse de ces bracelets d'activité est extrêmement intéressante. Elle est majeure, puisque l'activité motrice, en particulier dans le cancer du sein, est quelque chose auquel il faut s'intéresser. Et là, donc, on a fait une étude au contact de patients, on a testé une dizaine de bracelets connectés, et là, c'est très intéressant. Alors d'abord, une ergonomie, des usages complètement décalés. Ce soir, mon iWatch, si je ne la recharge pas, elle ne marchera plus. Donc ça veut dire que 30 à 40% des patients abandonnent leur bracelet connecté en quelques mois. Pour tous, une peur des objets connectés. En fait, toutes ces données n'ont pas pour destinée d'être sur le web, et on a plutôt des objets au contact avec le patient, et on pourrait tout à fait imaginer des réseaux locaux, privés, qui ne vont pas du tout sur le cloud. Donc vous voyez déjà cette dérive qu'il y a eu dans la terminologie d'objets connectés. Le rationnel des conseils. Tout à l'heure, pendant que vous parliez, mon iWatch m'a demandé de me lever et d'aller marcher pendant 30 secondes. Quel est le rationnel médical, oncologique de ces conseils? Il n'y en a aucun, et certains sont en train de suggérer que 1% de la population pourrait faire des infarctus du myocarde si, par exemple, il y a des sténoses coronariennes asymptomatiques. Donc, et le plus grave, en fait, c'est que pour justifier toute cette non-régulation, toute cette vente un peu miraculeuse de cette technologie, l'invention du bien-être. Et le bien-être, en fait, qui est quelque chose, la qualité de vie du patient en cancérologie, c'est très important, mais là, le bien-être, c'est le développement de technologies pour la santé en dehors de la régulation, médicale, avec, vous voyez, sur 10 qu'on a testé, la reproductibilité de ces dispositifs était médiocre chez 90% des dispositifs, sans compter que la plupart sont développés dans un cadre médico-social où on ne gère pas du tout les prérequis légaux de privacité des données. Donc on a été un peu surpris, et du coup on s'est dit, en fait, tout ça c'est important qu'il puisse y avoir d'autres filières de soins. Donc on a là aussi focalisé en développant une consultation chimio-péros, et là aussi une démarche pragmatique, c'est-à-dire que mettre en place une consultation et de façon légale, donc ça veut dire mettre au domicile du patient des dispositifs connectés, assurer toute la liaison des données. Donc vous voyez le type de dispositif. Alors cette fois, on est dans un dispositif de niveau médical, normes CE, donc qui vont permettre de faire l'équivalent de la consultation qu'on fait d'habitude en oncologie. Une liaison, alors le pilulier électronique, très important, puisqu'en fait, on oublie tous que l'observance des thérapies chroniques en cancérologie est en fait relativement faible, donc c'est extrêmement important de pouvoir la contrôler. Donc ça, c'est un développement qui est fait donc, avec la société Alastus. Et donc, quelque chose qui va s'intégrer dans le dossier médical, crypté, avec une connexion vidéo avec le patient. Et donc, si on arrive à le montrer, puisqu'en fait, actuellement, ça n'a jamais été vraiment validé, une vraie consultation de chimio-péros au lit du patient. Je voudrais insister sur la lourdeur informatique et réglementaire pour mettre tout ça en place, puisqu'il nous a fallu 1 an pour mettre ça de façon extrêmement réglementaire. Donc, pour vous donner un exemple d'où on en est, donc vous avez vu la vision que je vous ai montrée, donc la nécessité de faire des démonstrateurs extrêmement pragmatiques. Et je reviens aux tumeurs cérébrales. Donc, comme beaucoup de groupes, on a lancé donc un programme national où on a effectivement un nombre extrêmement important de données tissulaires, biomarqueurs et périphériques. On a tout de suite vu qu'on n'était pas capable de gérer, ni même de stocker, ni même de visualiser ces données. Donc là, on a généré un programme avec l'INRIA et le LIST à Paris pour pouvoir les mettre dans des serveurs sécurisés, etc.
Et très important, en fait, tout ça, c'est le monstre glioblastome survenu après une évolution de plusieurs années. Et ce qui nous intéresse, et c'est justement pour ça aussi que la santé connectée va nous aider à mieux connaître le cancer. C'est, vous voyez, le patient, il a été opéré, il revient chez lui, il a sa chimio-péros, je ne vois plus rien, mais la maladie, elle va récidiver. Et donc, je veux détecter le moment précoce de cette maladie. Donc, en allant très vite, vous voyez, dans cette perspective de santé connectée, on a développé on est en train de développer donc, un tracker d'activité moteur, mais beaucoup plus adapté aux usages. Un système de code-barre sur papier, qui en fait est quelque chose qu'on a utilisé pour l'onchocercose en Afrique, qui permettra d'avoir un code-barre moléculaire sur une goutte de sang. Et puis, poussant très loin le concept d'objet connecté, de développer un objet connecté implanté qui permettra de faire un monitoring chronique de la région péritumorale, donc qui est développé en collaboration avec Caltech à Los Angeles, et qui nous donnera des données sur la zone péritumorale infiltrative avec des enregistrements électro-optiques. Donc, en conclusion, il y a un espoir extrêmement important face aux impasses dans lesquelles on est. Le glioblastome est un paradigme absolument sinistre à cet égard, mais des précautions majeures. La santé connectée, le bien-être, non. C'est quelque chose où on doit avoir une rigueur médicale. Donc il faut valider tout ça, il faut faire des essais cliniques, il faut montrer qu'il y a vraiment une efficacité derrière tout ça. Une alarme majeure sur comment traiter toutes ces données, comment les stocker, comment les visualiser. Actuellement, on ne sait pas faire, donc il faut arriver à le faire. Et là, il faut probablement attirer des compétences d'autres domaines. Et enfin, et en fait c'est pour ça que je suis ici, c'est parce que les SHS c'est extrêmement important. Ce domaine peut devenir explosif, il est en train de devenir explosif et il est extrêmement important d'anticiper très tôt l'impact éthique et sociétal, informer les patients, parce que vous voyez les objets connectés, globalement c'est pas ce dont ils ont besoin quand ils sont mal conçus. Faire des études d'usage, la privacité des données, on a parlé de l'accessibilité. Effectivement, il faut des technologies qui soient équitables. On peut avoir une vision optimiste en disant que l'électronique et les téléphones portables ont diffusé dans des pays pauvres. Et enfin, derrière le bien-être, l'invention du bien-être se cache en fait la nouvelle forme du transhumanisme qui actuellement se présente sous une forme extrêmement banalisée à travers ce que je vous ai montré sur le séquençage de la succursale de Google et à travers cette invention du bien-être, c'est en fait la marchandisation des données, la marchandisation du corps qui est en train d'être banalisée. Et là, il faut avoir un positionnement extrêmement ferme avec un interdit absolu sur ce qui est en train de se développer à cet égard. Je vous remercie.